a aujourd'hui parmi nous Stéphane Haar, qui nous vient de l'ENS Cachan, INRIA. Enfin, il a plusieurs casquettes qui nous détaillera peut-être. Oui. Il a aussi plusieurs casquettes scientifiques. Enfin, en tout cas, son CV atteste travaux en informatique, en mathématiques, voire en philosophie, peut-être un petit peu. Travaux, je dirais pas, mais études. Bon, études, alors. Avec un parcours riche international, hein, puisqu'il a été à différents endroits par le monde, à Hambourg, à Berlin, à Ottawa, à Rennes, à Nancy. Oui, et voilà, et fois à Paris. À Saclay, où il aujourd'hui, rattaché à l'INRIA de Saclay, il s'occupe d'une équipe qui s'appelle Mexico, et qui est basée aussi à Cachan. À Cachan, voilà, rattaché au LSV, au laboratoire à Cachan. Et il va venir nous parler de sujets qui me tiennent aussi à cœur, des sujets de causalité. Je lui laisserai le plaisir de dire le titre en latin. Oui. Voilà. Donc un sujet, la causalité, qui touche beaucoup de nos problématiques sur les systèmes à événements discrets, évidemment, mais pas que. Et Stéphane Haar est un spécialiste de ces sujets-là, réseau de Petri et autres. Et il va nous exposer un petit peu quelques-uns de ses travaux par le biais de cet exposé. Je lui passe la parole. Merci Patrice. Ça va être difficile d'être à la hauteur des promesses que tu as faites. Donc, je voudrais parler d'un principe post hoc, sed non propter hoc, qui a un titre ancien. Je ne l'ai pas trouvé chez Aristote, mais ça doit venir au moins de la philosophie médiévale. Qui est donc transversal, non seulement par rapport au temps, mais aussi par rapport aux disciplines. Et cet exposé va être biaisé personnellement, dans le sens que je vous parlerai de l'utilisation de l'analyse causale telle que je l'ai rencontrée personnellement. Il y aurait 10 000 façons différentes de l'aborder, mais dont je pense que les principes rencontrés pourraient très bien dépasser le cadre dans lequel ils ont été appliqués. Donc, Patrice l'a dit, je suis directeur de recherche à l'INRIA de Saclay, membre du laboratoire LSV, spécification-vérification, qui est un laboratoire du CNRS et en co-tutelle est localisé à l'ENS Cachan, prochainement Paris-Saclay, et le tout dans le cadre de l'Université Paris-Saclay. Je pense que là, j'ai oublié personne. Voilà, je vous ai dit que c'est personnel, ça parle des travaux auxquels j'ai participé moi-même et dans lesquels on rencontre sous différentes formes la nécessité de comprendre quelles sont les relations de précédence causale entre événements. Quand vous regardez par exemple le diagnostic, vous trouverez beaucoup de travaux également sur le state-based. Et je ne vais pas du tout vous en parler, et même sur ces travaux-là, ce sera juste un tour d'horizon. Mais là aussi, il y a des principes généraux qui sont transversaux. Donc, après quelques motivations, notamment par les télécommunications, on va regarder une première couche d'analyse causale avec concurrence, donc avec l'utilisation du fait que les événements sont en parallèle et non pas causalement reliés, parce que c'est le grand dual de la causalité. Et comment on a pu en tirer profit dans le cadre du diagnostic en télécommunication, mais pas que là, dans le cadre de tests aussi. Et puis, j'aimerais bien vous amener un peu sur une réflexion qui va plus loin que ça, à savoir comment penser la causalité. Est-ce qu'elle est toujours liée à une précédence temporelle? Évidemment, le titre latin suggère le contraire, mais on peut aller plus loin encore et avoir des causalités indirectes sans qu'il y ait un lien physique orienté dans le temps entre les deux événements.
Voilà, j'ai vu que l'utilisation du latin a créé une petite infection, une petite vague de latinisme sur le réseau. Peut-être que je peux vous infecter avec certaines autres idées et voir germer de nouvelles idées, stimuler de nouvelles collaborations. On verra bien. Donc, regardons un cas rencontré il y a bientôt 15 ans. C'était justement le grand sujet sur lequel je travaillais pendant ma période à Rennes, où les acteurs en télécommunication étaient en train de se rendre compte que la supervision de leur réseau par des humains touchait à ses limites parce que les réseaux grandissaient, ne sont pas connus pour leur lenteur, et plus un système est grand, plus il produit des erreurs, des alarmes, et ces alarmes devenaient des courants tellement intenses que les superviseurs humains n'étaient plus en mesure de faire la part des choses et de savoir où il faut intervenir pour réagir aux alarmes qu'ils reçoivent. Le cadre concret était l'anneau STH de France Télécom autour de Paris, Saint-Ouen, Aubervilliers, Gentilly, Montrouge, et dans lequel, bon, je ne vais pas expliquer ce qu'est STH, ce n'est pas important. Les détails de ce schéma qui agrandit l'un de ces sites n'est pas important non plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà des connexions physiques entre les différents sites qui étaient laser, on a une hiérarchie d'autres couches de gestion du trafic, etc., qui sont affectées si jamais il y a un problème. Et quand il y a un problème, on a souvent des schémas comme ça qui se produisent, dans le sens que une première faute est déclenchée sur un site, malheureusement en amont d'une connexion. Donc à l'autre bout de la connexion, elle provoque une autre faute qui déclenche une avalanche de problèmes dans le site de Montrouge, qui ensuite réinfecte Gentilly, etc., etc. Voilà, le superviseur dont je parlais ne voit pas ce graphe. Il voit juste les petits ronds. Comment est-il savoir qu'il faut dépêcher une équipe d'intervention à Gentilly? C'est à la limite de l'impossible, surtout que j'aurais pu animer ce slide et faire apparaître les différents nœuds les uns après les autres, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que pour un humain, c'est quasiment simultané ce qui se passe ici. Et si vous n'avez pas cette information par les petites flèches, vous avez l'impression qu'il y a des aliens qui ont attaqué plusieurs sites en parallèle et ça déclenche beaucoup d'alarmes en parallèle. La réalité est différente, mais accéder à cette réalité est difficile sans utilisation de modèles formels et sans une certaine réflexion sur la causalité et sur les aspects qui nous importent réellement dans ce réseau. J'ai déjà parlé de la taille du système et du fait que le superviseur doit observer ce qui lui parvient des différents sites. Et quand on schématise ça un peu plus, on a les différents sites, bon, j'en ai ajouté un cinquième, qui évoluent, dans lesquels il se passe des erreurs, des alarmes, etc., dans un temps local qui monte vers le haut. Et en même temps, ils envoient leur message d'alarme vers le superviseur. Eh bien, entre ces différentes flèches, il n'y a aucune synchronisation. Et selon la distance, ces signaux vont mettre plus ou moins de temps pour arriver. Sachant qu'on est dans un système de télécommunication, le trafic lui-même a la même vitesse que la transmission des alarmes qu'on utilise. Donc en gros,
pendant que le superviseur attend encore un signal d'ici, la situation a déjà changé. Et surtout, le superviseur ne doit surtout pas tenir compte de l'ordre temporel dans lequel il reçoit les messages de différents sites. C'est ça la moralité de la chose. Cet ordonnancement temporel est le fruit du pur hasard. Il y avait un message qui venait de plus loin et qui est arrivé plus tard uniquement à cause de ça, mais ça n'a rien à voir avec les liens causaux. Donc, je vais, dans certaines mesures, évidemment, tu vas me dire, bah, s'il arrive 1 heure plus tard, je te l'accorde. Mais ce que je voudrais argumenter, et je vais le dire un peu plus tard, c'est que on a raison de se méfier de l'information temporelle. Et ce qu'on a fait dans ce projet, c'est qu'on a complètement jeté à la poubelle. On n'a pas tenu compte des timestamps qui étaient dans les logs du réseau. On a juste regardé dans quel ordre localement étaient arrivés les événements. Et ça nous débarrassait des variables réelles, donc avec un très grand domaine de valeur, et avec le temps de calcul nécessaire pour le gérer, mais on n'a pas perdu d'informations. Toutes les situations ne sont pas aussi radicales, certes. Alors, un peu de philosophie, parce que comme Patrice l'a dit, je l'aime bien. J'ai cherché un peu ce qu'on a aujourd'hui comme texte sur la question post-hoc versus propter-hoc. L'erreur consiste à croire que si X est précédé par Y, alors il y a aussi une relation de causalité. Quand on regarde ça dans des situations de la vie, un homme tire son revolver, on entend un coup de feu, donc c'est lui qui a tiré. Vous avez utilisé le téléphone et maintenant c'est cassé, donc c'est votre faute. Je ne me sens pas bien, j'ai peut-être mangé quelque chose de pourri hier soir. Et tant que je dis peut-être, ça passe encore, mais comme raisonnement, it must have been, ça ne tient pas la route. Alors, une relation temporelle peut être la pure coïncidence. S'il n'y a pas d'autres arguments qui soutiennent une causalité, temporalité ne suffit pas. Et méfions-nous de ces coïncidences temporelles, parce que les utiliser fait un peu partie de notre héritage de superstition, du même ordre que jeter du sel quand on a versé quelque chose, du sel ou une autre substance, pour conjurer des bons sorts, ou encore à vos souhaits quand quelqu'un éternue, etc. On n'a aucune influence sur la santé de la personne. Voilà, c'est presque le dernier slide polémique. Je vais m'approcher de la science maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Dans un premier temps, il est clair qu'observer un système et partir de ces observations, c'est noble, mais c'est insuffisant, parce que l'observation ne nous dit pas tout. La bonne façon de faire est de confronter les observations avec un modèle établi au préalable qui donne des comportements possibles avec leur chaîne de causes. Et ce modèle devrait contenir toutes ces informations-là et rien d'autre. Évidemment, ça c'est un grand idéal, on n'y arrive jamais, mais il faut se fixer ce but. Et dans l'abstraction qui mène à ce modèle, il est important de se concentrer sur les fonctionnalités qui sont cruciales. Donc dans le cadre des télécommunications, on ne pouvait pas regarder le trafic qui transitait par ce réseau, parce qu'il était trop grand.
l'essentiel était de comprendre au niveau du fonctionnement qu'est-ce qui se passe s'il y a une défaillance qui, parmi les objets du réseau, est impacté par cette faute. Il est bien, comme l'a propagé Alan Turing avec le grand succès qu'on connaît, il est bien d'ignorer des quantités, même si on a des informations là-dessus, et de se focaliser sur des liens qu'on peut dire logiques ou discrets. Et ça inclut même jeter des timestamps à la poubelle, même si on les a. Parce que dans ces situations-là, dans ces analyses-là, souvent, ils ne font qu'engorger le système sans le renseigner. C'est polémique. Il y a des cas contraires, etc. Je l'accepte. Et il faut être sceptique au sujet de l'information temporelle et attentif aux distances spatiales et autres. Donc, ce qui fait que, dans l'exemple, un signal voyage longtemps. Et ce qui fait aussi que les événements qui ont lieu sur le même site sont causalement reliés s'ils sont temporellement ordonnés. Donc la proximité de l'espace crée une proximité causale également. Et en application du principe post hoc non est propter hoc, on va utiliser non pas un ordre total pour représenter le comportement du système, mais un ordre partiel qui est donné par des liens de causalité. Dans le cas de ce réseau, je vous montre juste les différentes étapes d'une longue procédure de modélisation. Ça, c'était la caractérisation d'un lien entre deux éléments optiques, donc laser, récepteur de laser, dans deux sites différents et les différentes alarmes qui peuvent intervenir, qu'on a abstrait dans un modèle générique pour tous les managed objects dans le système, qui se retrouvaient avec essentiellement des préconditions, des post-conditions d'un événement et la liste des alarmes et autres messages qui sont déclenchés par cet événement. À ce niveau d'abstraction, on a réussi à capturer tout ce qui se passait dans le réseau. Ça paraît simple, mais c'est riche et expressif. Et ça permet de regrouper des objets impliqués dans un scénario de panne et représenter ces scénarios dans des petits graphes comme ça. Et je disais qu'on a réussi à extraire essentiellement préconditions, postconditions et les alarmes et messages. Et c'est là qu'interviennent les réseaux de Petri que Patrice vous a déjà annoncé et qui vont effectivement être le cœur de l'exposé. Parce qu'une transition dans un réseau de Petri fait exactement ça, créer un lien entre une collection de préconditions qui sont nécessaires pour l'occurrence et un ensemble de post-conditions ou post-états qui sont créés par l'occurrence de cette transition. Et quand elle a lieu, on en est informé par l'alarme qui est émise. Et cette alarme n'est rien d'autre qu'une étiquette, un nom qui est donné à cette transition. Et sous ce nom, on va l'enregistrer. Voilà. Donc, de situations comme cela, on extrait donc des diagrammes comme ceci. Pour chaque site impliqué, S1, S5, on a des relations entre les fautes qui interviennent, qui ne sont pas observables à elles-mêmes, et les alarmes qu'elles engendrent. Et puis, on cherche à obtenir aussi l'information supplémentaire des flèches vertes, qui était la cause de qui. Les réseaux de Petri
venait tout prêt pour cela et c'était pour moi qui devait en être mécontent. Alors, voilà, je vais vous parler un peu des réseaux d'occurrence. Si une grande majorité dans la salle les connaît par cœur et ça vous ennuie, vous me faites signe, mais je pense que quelques idées méritent d'être rafraîchies. Donc, qu'est-ce qu'un réseau de Petri et qu'est-ce que sa sémantique en ordre partiel? Si vous voulez, vous pouvez voir ce petit exemple comme la synchronisation de deux automates finis. Donc, un ici, un autre ici, qui se sont synchronisés sur cette transition A. Leur état actuel est à chaque fois marqué avec un jeton. Et par la synchronisation, on a la règle que la transition a le droit de tirer si et seulement si toutes les préconditions sont satisfaites, donc toutes ces places sont marquées par un jeton. Et dans ce cas-là, elle va produire les post-conditions ici. Testons ça. Voilà, A à tirer. Hein. Et je vais obtenir un réseau d'occurrence en observant la chronique de ces actions. J'ai démarré avec une copie de l'état initial, puis j'ajoute une copie de la transition et une copie de l'état qu'elle crée. Et ça me fait cette petite structure. Pas encore passionnant, mais ça continue. Maintenant, je tire la transition C, qui enlève le jeton, mais ici, et je l'intègre ici. Vous vous rendez peut-être déjà compte de quelque chose. Ici, C et D ont été posés d'une manière non ordonnée. J'aurais eu le même schéma à l'arrivée si j'avais exploré d'abord D et ensuite C. Donc, ici, c'est un petit gain. À la place de deux exécutions, je n'en dessine qu'une. Si j'avais une centaine de transitions en parallèle, le gain est de l'ordre de 2 puissance 100. C'est déjà plus rentable. Et la puissance de ce modèle est de pouvoir représenter dans un seul processus une grande classe d'exécution linéarisée ou entrelacée par un seul ordre partiel qui représente une sorte de classe d'équivalence. Et cette structure me donne exactement l'information sur la causalité. Ça me dit que C dépend causalement de A, mais D et C sont indépendants sur ce plan. Voilà, en poursuivant ça, je peux tirer B maintenant et faire d'autres instances de A, etc. etc. Ce schéma est plus riche que ce que je vous ai montré parce qu'initialement, j'ai exploré qu'une seule direction possible. Il y en a évidemment d'autres. À partir de cet état initial, à la place de A, j'aurais pu choisir B et ensuite C, et ensuite il y aurait une nouvelle instance pour A qui est représentée différemment, etc. Donc, on va obtenir une structure qui devient un réseau de Petri, mais avec des propriétés particulières. Notamment, c'est acyclique et c'est branchant dans un sens un peu plus général que dans un arbre. Ces structures n'ont pas besoin d'être des arbres, mais elles s'appellent des structures d'événements qui ont de leur mathématique à part. Vous allez avoir la définition dans un instant. Mais gardez en mémoire que cette structure tient compte des différentes branches possibles et donne une représentation compacte du comportement concurrent. Voilà. Pour parler de la causalité, l'intérêt de ces graphes est d'en extraire des relations binaires, à savoir ici, E est plus petit que F parce qu'il y a un chemin qui va de E à F. Et on appelle ça la précédence causale. Donc c'est ça qui nous intéresse le plus.
Et dualement avec ça, il y a des relations de conflit qui veulent dire tout simplement que dans la même exécution, les deux ne peuvent pas intervenir ensemble. Et c'est marqué dans le réseau par deux transitions qui cherchent à consommer la même condition. Évidemment, il y a exclusion mutuelle. Une seule peut l'emporter et l'autre ne va pas intervenir. Et ce conflit va être hérité de E et G et va passer à H et F, etc. Parce que tout ce qui dépend de E est devenu impossible quand E n'intervient pas. Voilà. Et je disais que la concurrence et le dual de la causalité, on n'a pas de lien entre deux événements, par exemple F et I ici. Pas de lien dans le sens qu'aucun ne précède l'autre et aucun n'exclut l'autre. D'accord ? Voilà. Avec ça, on peut donc formaliser cette notion de réseau d'occurrence. C'est une structure acyclique où aucun nœud est en conflit avec lui-même, donc il ne peut pas avoir deux ancêtres en conflit l'un avec l'autre. Il y a une propriété de finitude. La structure peut être infinie vers l'avenir, mais le passé est toujours fini. Et on ancre dans un événement initial. Voilà. Avec ça, on a une représentation des comportements par des sous-structures appelées configurations. Donc ça généralise les exécutions. Ce n'est pas un chemin, c'est une classe de chemin, donc un ordre partiel clos par causalité, donc avec un nœud, tout son passé doit être inclus dans la configuration et qui est sans conflit. Donc aucune paire de nœuds doit être en conflit. Ici, on a une telle configuration. Donc elle représente deux exécutions différentes selon l'ordonnancement des deux transitions. Elle peut être étendue par E ici et continuer comme ça, ou elle pourrait également continuer ici et donner lieu à d'autres configurations. Une configuration est, voilà quelque chose à corriger, est appelée maximale ou un run si on ne peut pas l'étendre en ajoutant de nouvelles transitions sans introduire des conflits. Il y a une question ? D'accord. Voilà, et la collection de ces runs donne des exécutions maximales, donne en fait les comportements faiblement équitables, weakly fair, dans le sens que sur ce comportement en parallèle, aucun processus reste immobile alors qu'il pourrait agir. Donc un comportement non weakly fair utiliserait juste cette branche à gauche sans jamais activer d'autres parties du réseau. On va revenir sur cette question, pourquoi c'est important. Alors, on a une configuration ici et on a ce qui est en conflit avec cette configuration. Donc tout ce qui est en rouge est incompatible avec l'occurrence de cette configuration verte, parce qu'il y a ce conflit ou ce conflit. D'accord ? Donc, ces réseaux d'occurrence qu'on obtient par le dépliage sont pavés par des bouts de comportement possibles, et c'est ça qu'on cherche à extraire. Voilà. Pourquoi on s'intéresse à ces occurrence nets ? C'est une structure de données qui reflète directement la causalité. Quand il n'y a pas de chaîne de flèches entre deux événements, il n'y a pas de lien causal. Je vais ajouter un grain de sel à cet énoncé plus tard. Et on va aussi voir la concurrence dualement à la causalité. Oula, faute d'orthographe.
ces structures sont très transversales, peuvent être utilisées dans beaucoup de contextes. Je vais parler brièvement de tests de conformité. Je vais revenir sur le diagnostic en supervision télécom. Il y a beaucoup de travaux sur la vérification de programmes concurrents avec ça, dont je ne vais pas parler. Il y a des applications en biologie de système dont je ne vais pas parler non plus. Et en fait, vous cherchez et vous trouvez. Il y a vraiment beaucoup d'applications. Oui, bien sûr. Les réseaux d'occurrence et les Markov Decision Process ont quelque chose à ce... Pour répondre à cette question, j'encadrerai bien une thèse. Ce n'est pas facile. Les Markov Decision Process sur des ordres partiels, personne sur la planète ne sait faire ça en ce moment. Ça serait une super thèse. Pardon ? La dimension probabiliste est très difficile à marier avec la concurrence. On a commencé un travail avec ça, sur ce sujet dans le même contexte que le diagnostic il y a 13 ans et la bonne réponse n'a toujours pas été trouvée. Donc, de nouvelles idées sont toujours les bienvenues. Alors, très brièvement, c'était une thèse, la thèse de Hernán Ponce de León au LSV. Le test de conformité, beaucoup d'entre vous vont le connaître par cœur, donc ces schémas ne vont pas vous surprendre. On part d'une spécification plus ou moins formalisée, dans notre cas très formalisée en forme de réseau de Petri avec entrée et sortie. Et on essaie de confronter l'implémentation distribuée qui nous est donnée avec cette spécification pour tester est-ce qu'il y a conformité ou pas. Et pour cela, le testeur doit diviser des cas de test formalisés pour donner à ce système. Et ça, c'est à nouveau la question que Hernán s'est posée. Quid si le système est intrinsèquement concurrent, donc distribué, et des relations de causalité et de concurrence importent dans la spécification. Donc c'est essentiel que je spécifie les choses de manière concurrente et c'est essentiel que je l'implémente aussi de manière concurrente parce que ça a vocation à aller sur le web de manière distribuée et orchestrée ou parce qu'il y a des considérations de confidentialité, de sûreté, etc., qui me font préférer que deux choses soient faites de manière indépendante et sur des sites distants. Est-ce qu'on peut étendre la théorie de conformité là-dessus? La réponse a été positive. Dans un tout petit exemple, on peut considérer une agence de voyage qui, justement, peut se dérouler complètement dématérialisée sur le web. L'utilisateur se connecte à l'agence et demande d'organiser un vol à une destination donnée ou un train, il est indifférent là-dessus, et puis il faut trouver une assurance là-dessus. Eh bien, sûrement il va y avoir un choix à faire entre train et avion. En général, on ne fait pas les deux, surtout pas en parallèle, mais il y a un parallélisme à utiliser entre la recherche d'assurance et la recherche du meilleur prix pour l'avion. On n'a pas besoin de perdre du temps en attendant l'un et la confirmation, etc., pour aller chercher ça. Et je dirais même que l'assurance ne devrait pas dépendre du choix qu'on fait pour le vol. On ne veut pas que l'assureur me pénalise pour le fait d'avoir préféré Alitalia à Air France. Je veux garder ma liberté. Donc, ça peut nous intéresser ici. Et on peut donner assez rapidement un modèle de réseau de Petri pour cette agence. Les événements s'ordonnent de manière partielle. Donc, on a ici train et
Ça, c'est uniquement la phase recherche de prix. Donc, on recherche en parallèle les prix pour le train et pour l'avion. Et finalement, on va engager soit la réservation de train, soit la réservation d'avion. Voilà. Les traces qu'on extrait de ça peuvent être utilisées pour la confrontation avec la spécification. Est-ce que ces traces-là sont bien admises par la spécification, etc., etc. Vous connaissez ça, ce n'est pas fondamentalement différent. Par contre, on a parfois des questions intéressantes à se poser. Quid si on a mis deux actions en concurrence dans la spécification? Ça peut s'interpréter de deux façons différentes. Bon, ici, c'est la question est, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre l'envoi des données d'utilisateurs et le fait de donner le prix pour l'avion? Ici, il y a un lien dans ce diagramme. Là-bas, c'est complètement indépendant, ça peut intervenir dans n'importe quel ordre. Est-ce que c'est quelque chose que le spécifieur veut autoriser l'implémenteur de faire? Ou est-ce que c'est quelque chose où la spécification veut dire « Ah non, 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 je ne veux pas ça. Tu m'implémentes ça de manière bien concurrente et tu ne fais pas ton choix d'ordonnancement et tu ne crées pas de lien artificiel. » Donc, on a des questions à se poser. D'abord, est-ce que les dépendances causales qu'on a spécifiées sont respectées? Genre, est-ce qu'on débite la carte de crédit uniquement après la signature, etc. Ça c'est évident. Est-ce qu'il y a des concurrences pour lesquelles on peut dire « don't care ». Je l'ai juste écrit comme ça parce que je ne sais pas trop comment ça s'implémente et je laisse faire. Et puis vous faites dans une manière ou d'une autre. Ou est-ce qu'il y a des concurrences dont on a vraiment l'intention? Est-ce qu'il y a des intentions, par exemple, de séparer le prix de l'assurance des choix que fait l'utilisateur par ailleurs? Plus délicat encore, est-ce qu'on ne doit pas se prémunir contre le fait où un seul fournisseur de services se fait passer pour deux fournisseurs différents et crée donc des liens de causalité à cause de ça. Donc on peut être victime d'une attaque de phishing si on ne fait pas assez gaffe à la question de bien maintenir l'indépendance entre événements. Une fraude de causalité. On peut frauder, oui, justement. Il peut y avoir des fraudes qui peuvent se trahir par des causalités qui ne devraient pas être là. Voilà, ça fait partie des questions que je n'ai pas vu apparaître trop souvent dans les débats sur la fraude, le phishing, etc., mais elles sont bien sous-jacentes quelque part. Voilà, et il y a moyen de tester pour le respect d'une concurrence, donc pour l'absence de lien de causalité. Bon, ici, la question était, est-ce que l'obtention du prix pour l'assurance suit la réception de la requête, ou est-ce que l'assurance prend l'initiative sans que l'utilisateur n'ait rien demandé? Le deuxième cas crée une causalité supplémentaire. Et ces deux implémentations sont difficiles à discerner par le test, sauf si on augmente les logs par des horloges vectorielles, donc qui donnent à chaque instance la connaissance qu'a ce processus de lui-même et des autres processus. Donc ici, le processus assurance sait que lui a fait un événement, il sait que l'utilisateur a fait un événement et il ne sait rien sur la compagnie aérienne parce qu'il n'y a pas
d'événement causalement précédant ça. À droite, ce vecteur va être différent et ça montre bien qu'il y a une différence de la structure causale. Mais notez ça bien, on a cherché avec Hernan, est-ce qu'il n'y a pas moyen de tester ça sans intervenir dans le log et sans l'enrichir avec cette information de vector log? On n'a pas la réponse. Avec vector log, ça marche, mais ça pose des questions qui sont vraiment ouvertes. Voilà. J'ai parlé de tests. Je vais voir combien de temps j'ai. 44 déjà. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. Alors, en diagnostic, j'ai déjà essayé de vous convaincre que les réseaux de Petri sont un bon modèle. Qu'est-ce qu'on fait pour le diagnostic concret? Eh bien, on se prend un modèle en réseau de Petri de la propagation de panne. Donc, il y a une qui se produit, elle en déclenche d'autres et elle déclenche des alarmes. On se prend des observations d'alarmes et on corrèle le modèle avec les alarmes en prenant le produit. On utilise cette structure pour filtrer des explications dans le sens comportement possible du modèle qui sont compatibles avec les alarmes observées. Donc, il explique exactement ça. Et on suppose que le système est équipé en alarme suffisamment bien pour qu'on puisse partir du principe qu'il est diagnosticable. Si ce n'est pas le cas, diagnosticabilité, c'est un tout autre sujet, un autre exposé. Voilà, et dans ce cas, prenons un exemple jouet. Ça, c'est notre modèle très simpliste d'un réseau à deux composants, donc séparés par cette ligne rouge. Initialement, dans ce marquage, dans cet état 1, 7, 4. À gauche, il y a les étiquettes bêta et ρ1. À droite, il y a alpha et ρ2. Et on a des observations qui nous parviennent séparément des deux parties. Donc à gauche, on a observé bêta, ρ1, bêta. À droite, alpha, ρ2, alpha. Et maintenant, on essaie de comprendre quels sont les comportements possibles qui se cachent derrière cette observation. Pour ça, on prend cet objet, on le convertit en réseau de Petri. Donc cette séquence est enrichie par des places. Et étiquetées de la même manière que les transitions, c'est pratique. Donc, je peux les fusionner avec leurs partenaires de la même étiquette. Ça me donne ce réseau déjà un peu plus spaghetti que le petit. Vous voyez pourquoi on prend des exemples joués pour expliquer ça. Et c'est un nouveau réseau de Petri pour lequel je peux appliquer la construction de dépliage. Donc, ça me donne cette grosse structure acyclique là-haut. Après, j'oublie tout ce qui était ajouté uniquement pour ce produit, donc les places en jaune. Et je regarde les configurations de ceux qui restent. Et je trouve mes explications là-dedans. Ici, j'en ai deux. Kappa 1, qui a cette partie centrale. Kappa 2, qui a fait un autre choix ici et là. Et les parties en gris ne sont pas d'explication parce qu'ils ne permettent pas d'expliquer la deuxième occurrence du alpha. Donc, la raison est tout simplement que cet alpha correspond à cette erreur fatale après laquelle on ne peut pas revenir et on ne peut pas tirer alpha une deuxième fois. D'accord ? Donc, de tout ça, on a retenu finalement deux explications possibles. Et après, c'est évidemment à l'ingénieur de retracer donc, si ça s'est produit, qui était donc le coupable, qui a produit la faute initiale, et dépêcher l'équipe de maintenance à cet endroit-là. On peut avoir ambiguïté, il y a peut-être 2 ou 3 nœuds qui étaient potentiellement fautifs. Bon, allez, on peut les remplacer. Ça va toujours être mieux que de remplacer les 40 ou 50 qu'on soupçonnerait prima facie.
Voilà pour le diagnostic. C'est une histoire à succès. Le modèle est très adéquat et efficace. On gagne vraiment en espace mémoire. Et donc, en temps aussi, la preuve, Alcatel a continué, je ne sais pas s'ils le font encore, utiliser cet algorithme dans leur supervision autour de Paris, dans leur plateforme. On passe bien à l'échelle. On arrive à faire du monitoring et distribué et centralisé selon le besoin. Donc, c'est un succès. Et en recherchant très bien les raisons pour ce succès, donc la correction de cette approche, on s'est aperçu qu'on peut dire plus sur la causalité en se basant sur les mêmes structures. Et voilà, ça c'est le sujet sur lequel je veux vous embarquer pour conclure. Oui, bien sûr. Sur le dosage à l'échelle, dans le modèle précédent, si j'ai bien compris le schéma, si on augmente le nombre de nœuds, le nombre de runs qu'on doit checker pour voir s'il peut donner lieu à l'erreur, il augmente beaucoup plus. Oui, c'est exact. Oui, on est dans des problématiques piece-space complet, en principe. Oui. Mais la question est, est-ce que c'est... Comment on peut passer à l'échelle si je double le nombre d'états et je multiplie, je sais pas, par... Si on passe à l'échelle par rapport à la multiplication du nombre de composants. Ici, j'en ai 2 qui sont connectés. Si j'en ai 100 qui sont connectés en étoile, en anneau ou autre, la profondeur de ce dépliage ne va pas augmenter beaucoup. Parce que localement, chacun de ces automates est quand même de taille raisonnable. Et c'est ça l'idée, d'utiliser le fait que localement, le nombre d'états est petit. Et surtout, il est indépendant du nombre de composants. Donc c'est là qu'on gagne. L'interaction n'explose pas. Oui, en fait, l'interaction est contraignante. Plus on synchronise un automate avec un autre, moins il a des comportements possibles. Il y a des transitions qui sont interdites par le fait qu'elles doivent se synchroniser avec celle d'un autre automate. Il y a aussi le fait que prendre le réseau et le déplier bêtement tout de suite hors ligne est beaucoup moins intéressant que de l'utiliser pour le diagnostic, parce que le fait qu'ici, par cette construction, on pilote le dépliage par l'observation, ça réduit énormément la largeur. On a beaucoup moins de branches à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas de la diagnosticabilité, qui doit répondre à toutes les observations possibles et où on ne peut pas facilement raisonner comme je viens de le faire. Mais c'est vraiment un sujet à part et plus complexe, mais il y a des réponses à ça. Voilà, je m'approche d'un sujet qui m'a d'abord amusé et plus j'ai passé du temps avec, plus je me suis aperçu de son importance. Donc, certains d'entre vous ont peut-être encore joué à Sokoban. Imaginez donc qu'on a un Sokoban multiplayer avec plusieurs bonshommes qui poussent leur boîte sur le plan et qui font ça de manière indépendante. Seulement, il n'y a pas une vraie indépendance. Si jamais C se décide de pousser Z, B va être coincé ici. Et s'il fait ça, la boîte Z se trouve ici, Y ne peut pas bouger, alors X n'est pas empêché du tout. Par contre, si Z reste où il est, Y se déplace une fois, deux fois,
X ne peut plus bouger et le bonhomme A va être frustré. Donc, l'action ou inaction de C impacte A sans que les deux se voient ou sans que les deux se touchent. D'accord ? On voit ça dans le réseau de Petri également. Si on a l'œil, c'est plus facile. Donc, en gros, si X est l'événement de pousser cette boîte sur le champ alpha 3, ce X va être sans compétiteur si jamais Z tire, parce que ça enlève ce jeton. Y1 ne peut pas tirer, Y2 ne peut pas tirer par conséquent, et cette flèche est devenue inactive. X est devenu inévitable. Inévitable dans le sens que plus rien ne peut s'y opposer, hein, plus rien dans le système. Et inévitable concrètement aussi si on suppose que le système est faiblement équitable, dans le sens que si un processus peut agir, fatalement il va le faire, tôt ou tard. Et là-dessus, sur cette observation, on constate qu'il y a des relations en dehors des trois relations que je vous ai montrées. Relation reveals, Z reveals X. Si je peux pousser cette boîte ici, alors X va intervenir. Donc des relations structurantes supplémentaires et aussi des problèmes de diagnostic un peu nouveaux. Et ça peut être important aussi. Si jamais cet événement X est quelque chose dont j'ai très peur, mais pour cause d'une panne, je ne peux pas observer si quelque chose se passe ici, si A se met en position pour pousser X. Et si j'ai juste l'information que Z vient d'être posé ici, je ne sais rien d'autre. Mais savoir que X n'est peut-être pas encore intervenu, ça ne me rassure pas. Si je sais en même temps que plus rien ne peut s'y opposer quand cet événement a envie d'intervenir, ici c'est une boîte. J'espère que c'est rien de plus grave. J'espère que ce n'est pas un problème dans une centrale nucléaire, etc., etc. Donc ce que je veux vous dire, c'est que je considère qu'on a intérêt de chercher aussi des informations de ce type et de baser nos décisions aussi là-dessus. Ne pas rester passif jusqu'à ce qu'on ait une confirmation du fait qu'une mauvaise chose va arriver. Voilà, pour vous montrer comment on peut voir cette relation reveal, je vais faire rapidement. Prenez ce petit réseau d'occurrences et vous pouvez voir la causalité, etc., sans problème. Et puis, vous voyez qu'il y a reveals entre des événements causalement reliés, mais ce n'est pas intéressant. H reveal bottom, voilà, tout ça n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui se passe avec A? A révèle aussi D, parce qu'une fois que A est intervenu, plus rien ne s'interpose à D. OK. Mais plus subtilement encore, A empêche B de tirer. D'accord? Donc, tout ce qui est en rouge est exclu une fois que A est arrivé. Si B est exclu, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire pour C ici? Eh bien, C n'a plus d'adversaire. Le seul adversaire qu'il avait était B, et B est KO à cause de A. Donc, A a réussi à donner carte blanche à C, à révéler C, sans qu'il y ait de relation causale dans le sens initial du terme entre les deux. Il n'y a pas de chaîne de flèches entre les deux. Et pourtant, dans un certain sens plus faible, A, l'occurrence de A, cause l'inévitabilité de C.
D'accord. Voilà, avec ça, on peut faire des maths qu'on peut approfondir dans la discussion. Je vais sauter tout ça ici. Ça permet aussi de contracter une structure de données si on connaît les relations de Rietvils. Ici, E, F et B se révèlent mutuellement. Donc je peux les traiter comme une seule transition. Si l'une d'entre elles arrive, alors fatalement toutes vont arriver. Autant les contracter et Eureka, toutes les bonnes propriétés structurelles du réseau d'occurrence sont préservées, etc. etc. Mais pour le diagnostic, on peut aussi faire plus. Seulement, il faut aller plus loin dans la construction. Le Rietvils binaire que je viens de vous montrer n'est pas suffisant. Pour le diagnostic, on a besoin d'une relation entre ensembles. Donc un ensemble A révèle un autre ensemble de transition B dans le sens extended, donc avec cette flèche. Si toutes les exécutions maximales que le réseau peut faire et qui contiennent tout A doivent intersecter B. Donc, si j'ai toute l'hypothèse A, alors fatalement, au moins une alternative dans B doit être choisie. Et ça a un lien avec les questions de diagnostic, parce que à droite, dans le B, je peux poser la question est-ce que la faute, une certaine faute à laquelle je m'intéresse, est arrivée ou va arriver sous l'une de ces différentes instances. Je vais avancer ici. Voilà. Où est-ce que je ne peux pas inférer ça? Cette diagnostic faible permet de surmonter une faiblesse de la vision linéaire et séquentielle du monde. Quand on regarde un réseau comme ci, et on suppose que B et Y sont observables ici, et toutes les autres sont des transitions qui tirent en silence, sans laisser de traces. Comment savoir si cette transition V, la faute, est intervenue ou pas? On peut tout simplement constater que même si on observe toujours B, 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 B et jamais Y, fatalement ça va arriver parce que c'est une transition inévitable, déjà d'emblée. Donc si ça c'est un système avec V étant un accident grave de centrale électrique, etc., on ne va pas rester là et observer B, 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 B et dire tout va bien, tout va bien. On va dire que voilà, dans cet état des choses, il faut se préparer au pire, il faut prendre des mesures et ne pas attendre que la confirmation vienne. Donc, en regardant ces causalités indirectes, je veux vous dire qu'il est possible et, à mon sens, nécessaire d'inférer la certitude de certaines fautes et de réagir là-dessus. Pour faire court, parce que le temps est bien avancé, tout cela se fait avec des techniques plus sophistiquées de dépliage. Il faut regarder quels sont les préfixes après lesquels on a tout vu au niveau de marquage, où on a tout vu au niveau de tous les processus et leur avancement, et où on a tout vu en matière d'explication des observations. Ça vous donne une collection de trois préfixes différents. Et un grand travail a consisté à prouver d'abord que ces préfixes sont finis. Donc on peut effectivement, avec un ordinateur, faire ce diagnostic dans une complexité encore supportable. C'est P-space complet, on n'y déroge pas. Mais en pratique,
on est toujours mieux parce qu'à cause de la concurrence, on profite du parallélisme du système et les données à traiter sont effectivement plus petites qu'on peut craindre. Et le codage en SAT, l'utilisation de SAT Solver a été un grand atout là-dedans. La modélisation permet justement de formuler le fait qu'il existe une configuration telle qu'on est compatible avec l'observation, mais on ne produit pas de faute en prédicat SAT, et de vérifier ça sur le dépliage en très peu de temps. Voilà. Je conclus ce tour de résultats avec encore un peu de polémique, mais ça va être moins grave qu'avant. Alors, on a choisi une abstraction dans la modélisation où l'accent est mis sur la causalité représentée par un ordre partiel. Les relations de dépendance sont locales, de proximité spatiale. L'ordonnancement que l'observation type superviseur centralisé est à éviter, et on l'a évité. Par ces méthodes-là, souvent, mais pas toujours, on gagne énormément en temps et en espace, mais toujours on évite l'erreur conceptuelle de prendre pour causalité ce qui n'en est pas. Il est raisonnable de rester sceptique par rapport au temps, mais il faut faire très attention aux relations spatiales. Et on a travaillé dans les télécommunications et supervision des réseaux, mais il y a beaucoup de champs d'application qui sont, à mon avis, concernés par les mêmes problèmes. Les services web, orchestrés, distribués sur plusieurs fournisseurs, auraient ce problème aussi. Malheureusement, les fournisseurs préfèrent pas trop entrer dans ça, mais c'est une autre affaire. Il y a des applications très intéressantes pour l'analyse de processus, de protocoles, comparaison entre différents témoignages d'un accident technique complexe, analyse de crash d'avion, etc. Ça a donné des applications très surprenantes, des méthodes avec des pliages très similaires des nôtres. Business Process est un titre qui reçoit beaucoup d'attention, mais en fait, ce n'est pas forcément du business, ce sont des processus organisés dans beaucoup de domaines médicaux et autres. Et la causalité versus la concurrence sont des aspects cruciaux à décrire et à analyser avec beaucoup d'attention dans beaucoup de domaines. Où en sommes-nous avec la recherche? Il y a des pistes de diagnostic actif qui concernent le problème où l'observation est insuffisante pour vraiment trancher. Dans ce cas-là, pour certains cas, on peut forcer le système d'évoluer dans un certain sens jusqu'à ce qu'on voit plus clair. Mais on ne veut pas forcer l'erreur juste pour pouvoir le constater. On ne va pas faire un médecin qui rend son patient malade pour pouvoir dire « voilà, j'avais raison ». Vous l'avez déjà évoqué, on a très intérêt d'inclure un modèle probabiliste. Ce n'est pas évident, mais Reveals a une généralisation intuitive aux probabilités. L'occurrence d'un événement rend celle d'un autre plus probable ou moins probable, et on a envie de quantifier ça. Ça, c'est un grand to-do. Et vous n'avez pas fait tilt sur cette question-là, mais très souvent, les spectateurs se disent « mais quid si le modèle que j'ai de mon système n'est pas complet, ou s'il est faux ?»
C'est un vaste chantier qu'on vient d'ouvrir quand on a des grandes quantités de logs qui ne sont pas expliqués, comment en extraire de bonnes extensions et modifications par process mining. C'est nouveau pour nous et l'accent sur la causalité versus la concurrence ou l'accidentel est nouveau dans le domaine du process mining. Donc c'est un chantier qui s'est ouvert ces 2 dernières années. Et voilà, je vais vous lâcher avec quelques questions plus philosophiques. Si vous regardez un peu ce qui est la définition de causalité dans la littérature philosophique, je vous ai dit que la temporalité et la causalité sont deux choses bien distinctes, mais quand on voit les définitions du temps et de la précédence temporelle, on voit les chaînes causales qui apparaissent quelque part, et quand on veut savoir qu'est-ce que c'est une précédence causale, à la deuxième couche de la définition, il y a déjà la précédence temporelle. Alors quoi? Lequel des deux est plus pertinent? Eh bien, on a peut-être des réponses partielles par ce que je vous ai montré. On a vu que certaines causalités indirectes du type Reveals peuvent ne pas respecter les chaînes causales et sauter d'une chaîne localisée vers une autre chaîne. C'est très intéressant. Donc on a sûrement transcendé l'ordonnancement temporel, mais pour le définir, on avait besoin d'injecter une propriété temporelle à des processus sous-jacentes, la fairness faible. Et dans le cas de test, quand on a regardé la concurrence qu'on voulait avoir respectée dans l'implémentation, on avait besoin d'horloges vectorielles pour les tester. Est-ce que le temps et la causalité sont peut-être des jumeaux qu'on n'arrive pas à séparer, ni par des méthodes de test, ni par l'analyse mathématique? C'est une question que je me pose. Et je penche vers la réponse positive, mais je prends volontiers vos commentaires. En remerciant tous mes collaborateurs, je suis sûr d'en avoir encore oublié sur cette liste. Donc ça couvre une certaine période de travail, ce que je vous ai rencontré. Et surtout, je vous remercie pour votre attention et pour vos questions. Merci. Les références ici sont à télécharger sur ma page web, ce qu'on voulait. Merci. Je prends une question. Cet exposé, y a-t-il des questions que l'exposé a suivi? Oui. Merci pour cet exposé enrichissant. J'ai une question par rapport à la diagnosticabilité. Vous avez parlé. Oui, j'en ai pas parlé justement. Vous avez dit qu'il y a cette hypothèse de diagnosticabilité, sinon on ne parlerait pas de ce que vous avez exposé tout au long de... Oui. Et aussi d'observabilité. Comment vous définissez observabilité et diagnosticabilité? Enfin, l'observabilité, il y a deux notions d'observabilité. L'une m'intéresse, l'autre non. La première est toute bête. Il faut classifier les transitions en observables et non observables. Donc il y a celles qui sont muettes et d'autres qui laissent une trace par alarme dont la lettre est retenue. Donc connaître cette observabilité est crucial. L'autre notion d'observabilité dans la littérature n'est plus tellement d'actualité. Elle rend les choses plus rapides. C'est en gros l'absence de boucles non observables dans le système. Donc on ne veut pas être dans une situation où le système tourne sans rien nous dire. C'était un grand problème pour les vérificateurs de diagnosticabilité, mais on n'est plus
on est plus cool par rapport à ce problème aujourd'hui en utilisant des bons critères de cut-off dans l'analyse. On peut surmonter ça. Si le comportement est tel qu'il n'y a aucune fluctuation probabiliste qui fait que le système finit par sortir de cette boucle, alors dans ce cas-là, le système est vraiment mal conçu. Et c'est dans ces cas extrêmes uniquement que je dirais qu'il faut s'occuper de l'observabilité particulièrement. La diagnosticabilité est intéressante parce que ces différentes notions fortes versus faibles se reflètent là-dedans aussi. Donc la définition classique est qu'il existe une quantité n telle que au plus tard n événements après une faute, les observations sont suffisantes pour détecter son occurrence. Ça marche quand on observe des automates finis, tout est séquentiel, sous l'hypothèse d'observabilité, parce que sinon on peut prolonger les cycles comme on veut. Et après, il y a des variantes pour pouvoir appliquer la même chose aussi dans le cas de systèmes à état infini, etc. Donc on change les quantificateurs dans cette définition. Selon l'observation, il y a un n qui peut varier tel qu'après une durée de cette n fonction 2, on peut trancher. Nous, on a une définition qui réduit l'espace des comportements admis au comportement weakly fair. Donc c'est une définition qui est un peu plus difficile à vérifier parce que la construction de contre-exemples est plus complexe. Mais en gros, on peut syntaxiquement appliquer les mêmes définitions avec juste l'injection du weakly fair. Et ouais, si vous êtes vraiment intéressé, ça fait un autre exposé. Oui. Est-ce qu'il y a des cas d'application? Je reviens. Oui. Non. Comme vous voulez. Non, mais si c'est en continuité. Non, mais si vous voulez, par curiosité, est-ce qu'il y a des cas d'application justement où on essaie d'analyser la diagnosticabilité faible. Pas autant qu'on souhaite. Disons que, à mon sens, le grand succès applicatif, là aussi, va dépendre un peu de l'introduction des probabilités. Parce que les applications pour lesquelles le diagnostic devient crucial ne sont jamais dans un cas où le modèle est parfait et le système ne dévie pas de son état initial et toutes les alarmes sont toujours transmises, etc. Et introduire de l'aléatoire là-dedans n'est pas encore fait. Les applications en télécommunication que j'ai montrées au début se portent bien. Ils n'ont pas, pour l'instant, eu besoin du diagnostic faible. La diagnosticabilité est vérifiable là-dessus. Ce serait un peu lent, mais on aurait le temps. Mais en général, c'est équipamenté d'une telle finesse que la diagnosticabilité n'est pas un vrai problème. Donc, dans leur domaine, l'installation de capteurs est en général facile à faire. On peut même le faire pendant l'exécution et les sondes ne coûtent pas grand-chose. Donc, une faible pression dans le domaine de télécom pour ça. La diagnosticabilité, ça va.
Ouais, je pense à des systèmes très distribués. Oui. Voilà. Plus c'est le degré de distribution qui a justement nécessité cette réflexion, ça c'est clair. Les capteurs autonomes, etc. Oui. Et là, il faudra aussi rendre le modèle plus ouvert, plus dynamique. Ça peut se faire avec une généralisation dont je n'ai pas parlé. Oui, j'avoue que je suis un peu en attente d'applications qui, à mon sens, devraient être nombreuses. Voilà. Oui, on peut peut-être continuer avec votre question. Oui, c'est juste par rapport à la causalité qu'elle est conçue par Aristote sur la causalité qui vient de l'objet lui-même, de matériaux, et la causalité de l'antécédence de ce qui a provoqué cet objet, et aussi de la finalité de l'objet. Voilà, j'allais dire que pour lui, c'est la finalité qui l'emporte. Hein. Ouais. Et de la forme aussi. Donc, comment ces 4 dimensions ils sont intégrées dans le réseau de Petri, par exemple, où on a seulement... c'est comme si c'était unidimensionnel, ou bien c'est une projection sur... on dit qu'il y a un événement qui cause une transition, il y a un changement d'état. Comment c'est pris en compte? Une très bonne question. C'est dommage qu'on ne l'ait pas posée à Petri quand il était encore vivant, mais ça lui aurait bien plu. Il aurait probablement polémisé contre Aristote. Oui, il est... Pour les notions d'objet, etc., sont un peu difficiles à traduire dans le modèle. Donc là, la réponse est difficile. Pour la finalité, c'est clairement un sujet qu'on ne regarde pas. Donc supposer qu'une action se définisse par un but à atteindre, ce n'est pas partie intégrante du modèle dynamique. J'ajoute tout de suite que ça peut faire partie des tâches qu'on veut exécuter par-dessus un tel modèle, comme on fait de la vérification, du diagnostic, du test, etc. On peut faire du planning. On peut chercher, existe-t-il des stratégies qui mènent mon système dans une collection d'états souhaités. Mais ce n'est pas, et je pense que à juste titre, ce n'est pas intégré dans les ingrédients du modèle. Et je pense que c'est mieux comme ça. D'autres questions? Moi, j'avais peut-être une réflexion plus qu'une question, je ne sais pas. On entend beaucoup parler de développement d'informatique quantique avec des choses qui vont venir percoler les sujets de causalité, à mon avis. Quand on a des particules intriquées ou superposées, avec des variables qui peuvent prendre 2 états en même temps. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui ne sont pas outillables avec les outils actuels. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à voir comment un jour on pourrait étudier la faillibilité de ce type d'ordinateur, par exemple, quantique? Il y a un certain nombre, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a un grand nombre de modèles pour aborder cette question. Il y a notamment des automates quantiques qui sont en quelque sorte une généralisation des automates probabilistes. Donc à chaque séquence, à chaque mot qu'ils produisent est associé non pas une probabilité mais une amplitude. Ce qui, par les procédés qu'on connaît, permet de faire un calcul probabiliste de la chance de trouver le comportement dans tel et tel mot ou pas. Donc ça existe. Mon impression est ça d'un domaine qui n'a pas encore tout à fait trouvé sa cohérence et sa voie, mais c'est une opinion qui n'engage que moi.
Pour ces questions d'enchevêtrement et de dépendance incongrue de variables qui sont l'enseigne de la physique quantique, pour Petri, c'était l'une des forces motrices derrière ces développements. Et il nous a expliqué que justement des structures en M, comme je vous ai montré pour expliquer Reveals, seraient une instance de communication transluminale. Donc où on dépasse dans la transmission d'une information la vitesse de la lumière. Parce que l'enchaînement des synchronisations fait le travail pour nous. Et c'est d'ordre spéculatif. Ça pourrait aller. Et là, je dirais que c'est beaucoup plus d'une thèse. Ça nécessiterait de discuter longtemps avec des physiciens et surtout de pousser les modèles encore un peu plus loin. Mais justement, je réfléchis à introduire des amplitudes ici. C'est loin d'être mûr à être discuté. Mais je te dis, entre nous, oui, ça mérite réflexion. Dernière question pour la route? Non? Bon, merci encore. Merci à vous.